Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bienvenue dans la saison 3 du camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle facette de la montagne dans une conversation avec une personnalité. Ensemble, on contemple les grands espaces et on se raconte des histoires. Dans un monde en pleine mutation, dans lequel les hommes sont la principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques et dans le contexte de changement climatique, à quoi ressemblera la montagne de demain ? Et quels sont les changements souhaitables ? Ensemble, on rêve la montagne et on s'y promène. Le camp de base, rencontre au sommet, est disponible en podcast tous les lundis dès 5h du matin sur les plateformes. Et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me soutenir sur la plateforme Patreon. Le lien est en description du podcast et sur le site internet www.campdebase-podcast.com. Sacrée 4 fois championne du monde, Marion Aerty compte parmi les meilleures snowboardeuses de sa génération. Elle découvre cette discipline à son adolescence. Le snowboard lui permet de se sentir vivante. L'année dernière, elle découvre la haute altitude au Népal avec Alicia Sansi, que vous aviez déjà entendu dans le camp de base. Cette aventure est surtout une occasion de rencontrer ces femmes, les Didi ou grandes sœurs, qui là-bas se battent pour partir en montagne. Marion Aerty du Freeride World Tour à la haute altitude, une aventure humaine, c'est l'épisode 43 du camp de base, enregistré grâce au soutien du festival IF3 à Chamonix en novembre dernier. Merci à l'équipe et surtout à Camille Martin pour son soutien. Évidemment, ça commence dès maintenant. Bonne écoute! Bonjour Marion. Bonjour Émilie. Et merci beaucoup de me rejoindre dans le camp de base. Alors la première question que je pose toujours à chacun et chacune de mes invités, c'est quoi ton camp de base ? Il est composé de quoi ? Alors mon camp de base, il est en montagne déjà au milieu de la nature. Je vais parler de mon chez-moi que l'on a construit avec mon copain depuis maintenant 3 ans. À l'intérieur, il y a mes 2 chats, il y a mes livres, mes objets souvenirs, plein de Polaroids. En fait, c'est un lieu de paix, un lieu où je reçois les gens que j'aime, les personnes bienveillantes, et c'est un lieu qui m'apaise beaucoup. Voilà. Tu parles de Polaroid, c'est important pour toi l'image ? Oui, ça me fait beaucoup de bien, vu que je suis souvent en voyage et en déplacement, quand je rentre chez moi, de retrouver mes fondations. Et je parle pas juste des fondations de là où j'habite, mais des fondations, les piliers de vie qui sont ma famille, mes amis et les gens en fait qui me donnent le sourire au quotidien et que je vois pas forcément souvent, mais je les ai en photo en tout cas tout le temps avec moi. Alors pour celles et ceux peut-être qui te connaissent pas, on va revenir un peu sur ton parcours. Quand est-ce que tu commences le snowboard ? Alors j'ai commencé le snowboard, j'avais 10 ans à Champs-Rousse. En fait, j'habitais juste en dessous au village de Saint-Martin-du-Riage. Alors en fait, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai commencé le snowboard. C'est que j'avais un grand frère qui faisait du snowboard. En même temps, en fait, il y avait le club de snowboard qui m'attirait énormément parce que au club de ski, c'était pas toujours très fun. Et puis ensuite, j'ai eu des magazines de snowboard entre les mains où je voyais des snowboardeuses voyager à travers le monde entre copines, faire des choses super fun. En fait, c'est toujours ce mot fun qui est revenu à moi et qui m'attirait en fait dans cet univers. Et puis le snowboard, ça s'arrête pas juste à du chrono. C'est un univers très créatif où il y a de la musique, il y a de l'art. Enfin, il y a plein de choses, plein de composantes différentes mélangées dans ce sport. Et puis, au fur et à mesure, j'avais un peu cette crise d'adolescence où j'avais besoin de m'exprimer dans quelque chose. Donc, j'ai choisi le snowboard. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a plus de figures féminines qui émergent dans le snowboard que dans le ski ? Tu penses que ta question, ce serait qu'il y ait plus de filles en snowboard, ouais, tu trouves, parce que je pense qu'on est à peu près le même âge. Et moi, quand j'avais des magazines de ski entre les mains, il y avait très peu de girl power comme ça que t'évoques dans le snowboard.
Ça donne l'impression, tu vois, qu'il y a beaucoup plus de figures féminines dans le snowboard que dans le ski, ouais. Ah ouais, j'aurais pas cru, tu vois. Au contraire, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de femmes, en tout cas, qui représentaient le sport féminin dans le ski. Mais je pense qu'on est peut-être un peu plus rock'n'roll en snowboard féminin, donc on est un peu plus dans pas la rébellion, mais on s'exprime peut-être un peu plus sur plein de choses. Donc peut-être que le fait de s'exprimer, ça, dans ta tête, t'as l'impression qu'il y a plus de figures au féminin dans le snow. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est, tu vois, via par exemple, le bouquin de Jérôme Tanon, Heroes, t'as pas forcément de bouquin comme ça chez les skieuses. Enfin, j'ai pas l'impression pour le moment, en tout cas. Donc peut-être que voilà, on s'exprime un peu plus, je sais pas, j'arriverai pas à te répondre. Mais je pense qu'il y a une certaine complémentarité. J'aime pas parler de dualité, mais plutôt apporter quelque chose beaucoup plus doux, en fait, dans sa globalité, et peut-être moins dans la force et dans la dureté. Et je pense que la femme peut faire beaucoup de bien, en fait, dans ce milieu de la montagne. Donc, autant ouvrir les portes. Quand est-ce que tu commences à te dire que t'aimerais bien faire de la compétition et peut-être arriver à un haut niveau ? Alors, c'est vrai, mais c'est construit pas forcément parce que j'avais envie de gagner et être la meilleure. En fait, bien souvent, les gens, ils pensent que quand t'es championne du monde, en fait, c'est parce que t'as envie d'écraser les autres, mais pas du tout. Moi, j'ai jamais été dans cette optique-là. C'était plus un dépassement vers moi-même, des choses où j'avais envie de me prouver quelque chose, peut-être aussi un manque de confiance en moi, et j'avais envie d'arriver au bout d'un objectif, plus que devoir être championne du monde. Et aussi, il y a eu un moment dans la famille où c'était pas facile, une entreprise familiale qui chute. J'avais aussi envie d'aider mes parents, ma famille, à travers le sport, en fait. Et c'est aussi ça qui m'a poussée dans cette compétition. Voilà. Est-ce que ça t'a ouvert des portes, justement, ce titre de championne du monde ? Disons que ça m'a ouvert des portes. Finalement, dans la société, malheureusement, les gens ils vont pas forcément bien connaître ce que c'est le snowboard dans sa globalité. Donc, on va s'arrêter à un titre de championne du monde parce que les gens ne connaissent pas. On va, un peu plus t'écouter parce que tu as un titre. Alors que il y a plein d'autres nanas, plein d'autres gars qui sont très forts en snowboard, qui n'ont pas ces titres-là et qui sont peut-être moins écoutés. Donc, d'avoir ces titres, oui, ça ouvre des nouvelles portes et je sais que on m'écoute. Donc, je profite de ça pour essayer de faire des choses positives, en tout cas, de bosser pour des associations, de faire des expéditions où il y a d'autres femmes qui sont mises en avant. Essayer d'avoir cette petite lumière de champion du monde pour essayer de faire des choses positives. Voilà. En parlant d'associations que tu supportes, est-ce que tu en as une ou deux là que tu aimerais Je vois Yambi du coin de l'œil. Oui, à fond. Ouais, en fait, j'ai participé à la première sortie au Mont Blanc avec Yambi il y a maintenant 2 ans. Je suis aussi ambassadrice de Riders for Refugees et cette association, en fait, ça récolte des fringues pour les donner aux réfugiés à nos frontières. Yambi, c'est un peu aussi dans la même dynamique. En fait, ils viennent aider les réfugiés qui arrivent par exemple sur Annecy pour leur faire découvrir ce que c'est le territoire, le sport, pour les aider à se dépasser, à trouver un métier, etc. Et là, dernièrement, j'essaie d'être active sur l'association de Chantal Mauduit, qui est une alpiniste qui a fait beaucoup de choses. Et en fait, via le Népal, via ce que j'ai fait en termes de mini-expédition, des liens se sont créés avec cette association. Donc, l'idée, c'est d'essayer de communiquer un maximum sur cette assoce qui aide les petites filles, en fait, à se développer à l'école pour pouvoir avoir un métier plus tard et avoir leur indépendance et pas avoir ce mariage forcé comme malheureusement beaucoup de petites filles ont du coup au Népal. Alors justement, l'année dernière, tu es partie avec Alicia Sansi. Vous êtes partie au Népal pour aller rider les pentes du Lobuche. Exactement. Un sommet qui culmine à 1619 mètres d'altitude. Comment est-ce que tu as eu envie d'aller faire ce sommet ? J'adore le snowboard dans sa globalité, que ce soit le slopestyle, le jib, le freeride, le backcountry. Et du coup, j'avais envie d'aller explorer un autre fragment en fait de ce sport. Donc c'est pour ça que je suis allée voir ce que c'était vraiment la haute altitude avec un snowboard sur le dos. Après avoir fait le Mont Blanc, j'avais envie de voir comment réagissait mon corps, comment je pouvais aller en haute altitude. Et c'est comme ça en fait que l'idée aussi est née. En fait, à la base, c'est qu'on devait aller en Iran avec Alicia Sansi
pour aller découvrir des femmes dans différents sports et faire plusieurs défis dans plusieurs sports. Sauf qu'en fait, tout était prêt jusqu'à ce que en fait, l'Iran nous donne pas l'autorisation d'aller là-bas. Donc on a dû essayer de trouver un plan B. Donc j'avais cette envie d'aller au Népal aussi via le bouquin de Micheline Rambeau qui s'appelle Voyage sans retour, et j'ai adoré ce bouquin. C'est Jérôme Tanon qui me l'a donné, et il a retapé ses photos de l'époque pour son bouquin qu'elle a sorti il y a pas si longtemps que ça, c'était pendant le Covid. Avec ça, j'ai rebondi aussi sur le fait que je connaissais Dawa Yangzoum via un de mes partenaires que je l'avais rencontré, c'était quand, il y a 5 ans. Et grâce à Dawa, qui est donc la seule femme guide actuellement au Népal, on a commencé à travailler ensemble sur cette idée d'aller faire un sommet ensemble. Et je lui ai demandé si c'était possible de m'accompagner en tant qu'alpiniste guide. Et elle m'a aidé aussi à trouver les contacts de femmes sur place, donc Sherpa. Et c'est comme ça que l'idée a commencé à se créer. Donc on a réussi à avoir des budgets aussi d'un de mes partenaires. Et en fait, l'aventure était partie, quoi. Est-ce que ça a demandé une préparation particulière parce que c'était assez nouveau pour toi comme expérience? Ouais, totalement. J'ai eu pas mal de difficultés parce que la même année, en fait, j'étais sur le circuit du Natural Selection, qui est un circuit très axé backcountry vers les États-Unis. Donc, cette préparation sur ce genre de run, en fait, c'est être explosif sur à peu près 30 minutes en descente. Et là, la même année, je devais être assez prête pour rider à 6100 mètres d'altitude. Donc, c'est travailler beaucoup sur le cardio et un petit peu moins sur l'explosivité. Donc, ouais, ça a demandé un autre style de préparation pendant l'été, mais je me suis amusée. En fait, quand on dit préparation, des fois, on voit ça comme plutôt quelque chose de négatif. Mais moi, je me suis vraiment amusée à préparer ça, aller en montagne tout le temps, aller faire de l'alpinisme. J'ai même fait des stages avec Lynn de Climb. Enfin, c'était, je sais pas si tu connais cette association, mais c'est une association qui aide les femmes, du coup, à être un peu plus indépendantes en montagne. Ouais, j'ai prévu de rencontrer Anaïs ce soir. Ah, pour bah, de super, vrai, parce que j'ai déjà... Ah bah génial. J'ai interviewé, mais je la connais pas en vrai. Ouais, c'est des chouettes nanas. Franchement, elles mettent en place des sorties formidables. Et j'ai pris plaisir à préparer cette expédition vraiment, et je me réjouissais de découvrir un autre aspect du snowboard et de voir autre chose que de la performance en compétition, parce que j'avais envie aussi de m'exprimer autrement. Voilà. C'était quoi ta plus grande peur ? Alors ma plus grande peur, c'était de mettre les autres en danger via ce projet. Vu que c'était totalement nouveau pour moi à plein de niveaux, d'emmener en fait toute l'équipe, que ce soit donc les femmes Sherpa, Dawa, les personnes qui filmaient autour, photographes, etc., dans quelque chose de dangereux. Tout ça pour un film. Voilà, ça me faisait peur en fait. Et autre chose aussi, j'avais peur de décevoir, dans le sens où c'est pas souvent qu'on a la possibilité en tant que femme d'avoir un budget pour faire ce style de film. Donc je me suis mise une petite pression là-dessus, parce que je voulais faire les choses bien. Voilà. Donc il y a eu 2 styles de peur. Et justement, comment cette préparation pour vaincre un peu cette peur, elle se fait ? Est-ce que tu as des techniques, tu vois Alors des techniques, ça va être de se ressourcer en fait avec ses piliers. Donc avec des choses simples de la vie, aller prendre un café avec ses amis, parler d'autres choses. En fait, faut pas. Cette peur, c'est bien qu'elle soit là parce qu'elle te protège aussi. Ça te permet aussi d'équilibrer la balance. Faut pas aller à l'encontre de la peur. Faut juste l'accueillir et la comprendre. Et si elle vient trop te bouffer, c'est pas bon signe. C'est peut-être que t'es allé taper trop dans l'échelle de ton niveau et que faut peut-être voir les choses un peu plus basses en fait. Donc cette peur, ouais, comment dire, je vais essayer de l'évacuer des fois par du yoga, par la méditation, par faire des choses simples, juste boire ton petit thé avec une belle vue sur la montagne et revenir sur des basiques. Parce que si tu es constamment dans cette peur, si tu es constamment toujours dans ce stress, et ben là, ça devient dangereux parce que du coup, tu sollicites ton cerveau sur de l'hypervigilance tout le temps. Et en fait, ça t'envoie des hormones de stress qui sont pas bons pour ton corps, en fait. Donc, c'est retrouver une stabilité à plein de niveaux. Ouais. Tu dis un truc assez juste pendant le film. Tu publies en fait une photo pendant ton voyage.
l'Everest est visible et à côté le sommet donc du Lombuche, et tu reçois des tonnes de messages sur Instagram de gens qui disent « Oh super, tu vas faire l'Everest ». Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Je ressens une sorte de pression. C'est un peu le piège des réseaux sociaux parce que moi, je prends beaucoup à cœur en fait ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'essaie de me protéger, comme je dis dans le film, de toutes les pensées que peut avoir les personnes, les retours. Maintenant, j'essaie de me dire que voilà, une fois que tu publies quelque chose sur la toile, et en fait, ça tombe dans l'espace public et t'as malheureusement pas le choix de ce que les gens vont penser, que ce soit positif ou négatif. Donc maintenant, ça va mieux à ce niveau-là. Mais c'est vrai que j'étais assez surprise que les gens attendent qu'une championne du monde doive aller faire l'Everest, alors qu'il y a d'autres choses à faire, d'autres étapes avant de faire une expédition sur la plus haute montagne du monde. C'est clair. Il y a quelques sommets en plus qui n'ont pas été trop touchés autour, en fait, parce que tout le monde voit l'Everest. Hein. Ouais, c'est ça, apparemment, ouais, exactement. Est-ce que tu peux me raconter un peu pourquoi tu choisis le Lombuche ? Tu parles d'une photo que tu as vue sur Google, mais pourquoi celui-là exactement ? Alors, pour te dire la vérité, ce qui me motivait le plus dans ce projet, c'était de l'humain. J'avais vraiment envie de rencontrer ces femmes Sherpas, d'échanger avec elles, de comprendre leur métier, de savoir ce qu'elles vivaient en tant que femmes dans la montagne. Donc, trouver les femmes qui travaillent en tant que Sherpa au Népal, c'était pas si facile que ça. C'était seulement dans la vallée du Khumbu. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait à faire dans la vallée du Khumbu. Et j'ai 2-3 amis qui m'ont dit pourquoi pas le Lombuche, ce sera peut-être pas la montagne la plus magnifique à rider de ta vie, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est vrai qu'il y a des skieurs qui ont déjà tenté le coup il y a quelques années de le faire, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas le faire en snowboard. Et ça me paraissait, il fallait aussi trouver la montagne qui soit non plus pas trop haute, un peu plus haut que le Mont Blanc, mais pas trop haute non plus. Donc j'ai trouvé le Lombuche et j'ai regardé sur Google à quoi ça ressemblait. Ça avait l'air d'être plutôt sympa à rider avec ces belles rampes suspendues. Donc voilà, c'est comme ça que l'idée est née. Alors justement, tu as choisi de t'entourer de femmes népalaises qui sont guides là-bas, de la communauté Sherpa. Tu rencontres la guide officielle dont je ne me rappellerai pas le prénom. Dawa, pas de problème. Comment est-ce que tu rencontres les autres ? C'est elle qui te met en lien ? C'est elle qui crée le groupe ? Comment est-ce que tu prépares justement cette expédition ? En fait, Dawa, déjà de base, elle est très impliquée dans la Didi Initiative, elle appelle ça. En fait, ça lui tient à cœur d'aider ses Didi et ses Baini à prendre leur indépendance en montagne. Donc, elle vient très souvent dans des écoles d'escalade pour aider les filles. Elle organise des stages. Enfin, elle est très active à ce niveau-là. Donc, quand je lui ai parlé de ce projet, en fait, ça lui a semblé évident, en fait, de m'aider à constituer cette team de femmes. Et je sais pas si à un moment donné, vous voyez dans le film, mais il y en a une d'entre elles où on a eu la chance de visiter sa maison. Donc, elle nous montre un peu son environnement, comment elle vit. Et justement, elle expliquait... malheureusement, on a fait des interviews d'elle, mais on n'a pas réussi, via le langage népalais, à refaire ressortir ce qu'elle nous expliquait. Mais c'est hyper dur en tant que femme pour elle de prendre son indépendance, d'aller en montagne, de réussir à trouver des créneaux où on les emmène, en fait. Donc ouais, c'était génial d'avoir Dawa à nos côtés pour pouvoir faire cette expédition et avoir aussi cette rencontre et cet échange humain. Est-ce que tu sais si ça a changé les choses pour elles, cette expédition, parce qu'elles ont montré qu'elles étaient capables de venir avec toi, de te mener au sommet. En plus, pendant que tu montes à 5500 mètres, là, en plus, elles font des TikTok et tout, elles sont hyper... Ah, c'est super rigolo parce que... En fait, toutes les informations, et quand elles ont un téléphone portable, c'est pour être sur TikTok, en fait. Nous, en Europe, c'est plutôt l'Instagram, sur notre moyenne d'âge de 30 ans. Et elle, c'est TikTok à fond. Du coup, c'est super drôle parce qu'elle voyait ça vraiment comme un jeu de danser avec des sons népalais. Du coup, ça m'a fait beaucoup rire. Et alors, je suis encore en contact avec elles. Malheureusement, elles n'ont pas toutes des téléphones, donc c'est pas facile d'avoir accès à l'info auprès d'elles. Mais de ce que je sais, c'est que ça a été la meilleure expédition de leur vie. Alors, si elles ont dit ça, c'est que pour une fois, on s'est intéressé à elles. En fait, on n'est pas venu juste « Salut, est-ce que tu peux m'aider à porter mon sac ? Est-ce que tu peux m'aider à aller à la montagne là-haut ?»
On a été plusieurs à vouloir comprendre quelles sont leurs difficultés, pourquoi elles ont du plaisir aussi à faire ce métier. Donc c'était un moment pour elles, je pense, où pour une fois, leur donner la parole et la visibilité. Elles ont, quelques-unes d'entre elles aussi, des projets d'ultra-running, d'essayer de faire plusieurs cols autour du Khumbu. Enfin, elles ont vraiment la motivation d'aller encore plus loin et de faire vraiment plein de projets et c'est super beau. Est-ce que tu as senti que tu étais comme un journaliste un peu comme une journaliste parce qu'il y avait vraiment cette question, moi qui m'anime aussi quand je fais des portraits ou même dans mon travail de tous les jours, quand je fais des podcasts, quand je vais glaner de la parole sur le territoire, c'est d'arriver à être en fait la plus en face possible avec la personne qui est en face de moi, où j'essaye de pas trahir sa parole. Tu vois, une mauvaise coupe, un mauvais montage, en fait ça peut faire dire complètement l'inverse de ce qu'on voulait. Est-ce que tu t'es sentie en responsabilité de ça, justement? Alors, en fait, j'avais surtout pas envie de forcer la parole. En fait, tout s'est fait assez naturellement. Et en fait, surtout avec Dawa, on a eu des conversations hyper profondes, même sur la montagne, sur cet environnement qui peut être très beau, mais aussi très hostile. Donc, quand il y avait des moments que j'ai trouvés hyper intéressants, je le signalais à Alicia et je demandais surtout à Alicia, vu que c'était elle dans le rôle de l'intervieweuse, d'essayer de parler de ça et de voir si c'était possible pour Dawa d'en parler tout en la respectant. Enfin, dans tous les cas, il y avait aucun moment de malveillance. On accueillait les infos. Si elle nous les donnait, tant mieux. Si elle nous les donnait pas, c'est pas grave, en fait. C'était pas forcé, quoi. Ouais, vous essayez pas d'y revenir tout le temps et tout le temps pour avoir ce que vous vouliez entendre, quoi. Chacun a aussi son intimité. Chacune a aussi ses fragments de vie qu'elles n'ont pas forcément envie de dévoiler. Du coup, tu as vécu la culture népalaise en immersion. Est-ce que tu pourrais nous raconter qu'est-ce que c'est et surtout qu'est-ce que tu en gardes dans cette vie après ton voyage? Il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup frappé dans votre film, c'est qu'il y a beaucoup de moments de prière et de retour à la spiritualité. Qu'est-ce que tu en gardes et qu'est-ce que tu peux nous en dire justement de cette culture népalaise dans laquelle tu as été immergée C'est en fait ce qui m'a beaucoup touchée dans cette culture népalaise, qui est surtout tournée autour du bouddhisme dans la vallée du Khumbu. C'est en fait ce respect envers la nature, ce respect en fait envers la montagne où ces prières sont faites pour demander l'autorisation de monter là-haut, de demander à tous ces dieux, de tous ces éléments d'accorder notre venue sur la montagne. Et je trouve ce respect envers la nature magnifique, en fait. C'est très touchant. Après, je sais pas si avec la haute altitude, j'étais un petit peu ailleurs, mais j'étais très sensible surtout, en fait. Et même la musique, on a eu la chance d'aller dans un temple bouddhiste un moment, d'entendre les chants des moines. Et cette vibration d'être entouré de ces géants de la montagne, c'était touchant, en fait. Ça venait vraiment touchant en profondeur mon moi. J'ai eu peu d'occasions de ressentir, en fait, même sur le haut d'une montagne, lorsque j'allais gagner un titre. C'était pas aussi profond, aussi toutes mes cellules de mon corps, en fait, étaient touchées par cette beauté, par cette spiritualité, en fait. C'est encore dur de mettre des mots dessus. T'es dans une espèce de flow. Voilà, c'est ça, exactement. T'es dans un flow où t'es là, tu marches doucement, t'as le temps de réfléchir, de voir la beauté autour de toi, de ces géants, et t'as le temps de discuter avec les filles. J'ai vachement apprécié, en fait, d'être dans cette lenteur, parce que du coup, vu que tu dois t'acclimater, tu dois respecter cette temporalité, et j'ai apprécié, en fait, prendre mon temps. Vous êtes resté combien de temps là-bas ? En tout, on est resté presque 3 semaines. D'accord. Et l'ascension, elle prend 6 jours, c'est ça Alors, je sais plus les chiffres, mais en tout, ouais, ça nous a bien pris 6 jours, ouais. Est-ce qu'il y a un moment dont tu te rappelles et que tu aimerais nous partager justement de cette sororité au Népal, quelque chose qui t'a particulièrement touché? J'ai compris que pendant 3 semaines, ça avait été incroyable. Mais en fait, c'est des petits gestes au quotidien, c'est des sourires, c'est des regards, c'est de bienveillance, c'est de simplicité. Ces femmes, elles ont quand même pas grand-chose. Le 3/4 de ces femmes dans ce groupe étaient vraiment pauvres, en fait. Surtout avec le tremblement de terre qu'il y a eu il y a quelques années, ils en subissent encore les conséquences. Et c'est le rayonnement qu'elles avaient sur leur visage au quotidien
alors qu'elles sont dans des métiers qui sont quand même très difficiles. Et dans un quotidien aussi où elles n'ont pas accès à des soins tous les jours comme nous avons nous. Elles n'ont pas le chômage, elles cotisent pas à la retraite, elles n'ont pas non plus une sécurité sociale. Hein. C'est tout ça qui fait la beauté de ce voyage. Hein. C'est la gentillesse qu'elles avaient. Cette gentillesse, c'était vraiment, vraiment dans la simplicité. Et là où j'étais gênée, c'est d'arriver en tant qu'Européenne, venir faire ta passion qui est de aller rider cette montagne. Et je me suis sentie ultra gênée de me faire aider par elles, mal à l'aise même. Et ce qui m'a touchée, c'est qu'elles ont respecté ce rêve en fait que j'avais en tête et m'ont aidée à le poursuivre, alors que ces femmes n'ont rien. Enfin, je sais pas comment mettre des mots, mais ça m'a touchée qu'elles veuillent aller au bout et mettre tout en place pour que j'y arrive. Et c'était beau. Enfin, j'arrive pas à m'exprimer, mais non, mais voilà. Je pense qu'on a compris. Qu'est-ce qu'elle t'a appris, la haute montagne ? C'était nouveau pour toi, c'était un nouveau défi. Qu'est-ce que t'as appris ? Qu'est-ce que t'en retires ? Alors, cette haute montagne, parce que quand t'es à Chamonix, on parle de haute montagne, mais là, je dirais que c'est encore un peu la haute altitude plutôt. Voilà, ouais. Je dirais plutôt la haute altitude. C'est qu'elle m'a appris à prendre le temps. Tu vois, quand t'es en compétition, tu vas prendre le départ un peu coûte que coûte, finalement. Même si, en fait, les conditions de neige sont mauvaises, même si t'es fatigué, même si t'as été malade le jour J. Et en fait, quand t'es là-haut, tu peux pas te mentir à toi-même. T'es obligé d'être dans la sincérité tout le temps. T'as l'obligation d'être toi, tout simplement. Et de communiquer et d'être avec les autres personnes dans ton équipe aussi sincère que tu le puisses. Et c'est ça qui fait la beauté dans ces projets de haute altitude, je pense, c'est que c'est la sincérité que tu dois avoir et qui m'apprend aussi au quotidien d'être sincère, en fait. Et ouais, ça m'apprend beaucoup de choses. C'est quoi pour toi, du coup, la sincérité ? Comment est-ce qu'on est sincère dans les faits ? C'est la sincérité sur ton objectif, où est-ce que tu vas aller, la sincérité sur comment tu es mentalement et physiquement dans l'instant T, la sincérité sur pourquoi tu es là, en fait, finalement. C'est la sincérité sur ton émotion. J'ai beaucoup appris sur aussi comment gérer un groupe d'une expédition en haute altitude, sur ta façon d'être bienveillant et de gérer l'autre aussi. Par exemple, on a un caméraman qui était avec nous qui a eu beaucoup de difficultés à atteindre une plateforme pour le jour J, filmer avec sa caméra. Et on l'a pas abandonné, on l'a pas laissé tout seul monter jusqu'à cette plateforme. On l'a accompagné, on l'a tiré coûte que coûte. J'avais envie que tout le monde soit dans un état de satisfaction et aussi d'avoir sa place, d'être dans ce projet. J'avais envie que tout le monde soit sincère sur pourquoi ils sont là, pour que tout se passe bien, en fait. Parce que j'ai pas envie que les choses dégénèrent en termes d'accidents. J'ai pas envie que les personnes autour de moi se retrouvent dans une mauvaise situation. Donc, j'ai envie que tout le monde soit sincère. Enfin, en tout cas, moi, j'essaie de l'être le plus que je puisse. Même si c'est pas toujours facile non plus. Hein. Enfin, d'être sincère et de communiquer ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est pas facile, hein. Mais voilà, enfin, je pense que c'est important. C'est un esprit de cordée. Ouais, c'est ça. Qui est inhérente. Voilà, c'est ça. Et puis l'esprit de cordée, surtout sur un projet de film, c'est pas juste avec le partenaire avec qui tu vas aller en haut de la montagne, c'est sur sa globalité, les personnes qui t'accompagnent, photographes, caméramans, réalisateurs, et les guides et les femmes Sherpa comme nous avons eu. Ouais. Donc vous passez une semaine et demie à vous acclimater à peu près. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous raconter ton ascension ? Tu passes par plusieurs étapes, je crois. Ouais, par plusieurs étapes parce que c'est nouveau, donc tu te poses plein de questions. Tu te poses plein de questions en mode bon, est-ce que j'ai bien fait de choisir ce projet ? Est-ce que j'ai bien fait d'aller au bout de l'objectif ? Est-ce que je me pose des questions parce que aussi c'est pas facile de respecter le timing parce qu'il y a la pluie, il y a la mousson qui est encore là. Autour de nous, les expéditions au Népal, il y en a beaucoup qui sont dans l'échec.
Donc ouais, tu te poses beaucoup de questions sur est-ce que ça valait le coup d'aller à l'autre bout du monde, même écologiquement parlant, de faire cette expédition. Qu'est-ce qui est finalement une expédition? Parce que j'ai été assez surprise sur pas mal de choses une fois sur place. Je me voyais vraiment plus comme dans le livre de Micheline Rambeau, avec beaucoup de base camp, à galérer sur pas mal de choses. Et là, finalement, c'était quand même très touristique, avec des lodges à tout le bout de champ. Ouais, j'ai eu pas mal de moments de doute parce que ouais, plus je me rapprochais de la montagne, plus je réfléchissais au projet et aussi aux causes, conséquences d'aller là-haut. Donc ouais, beaucoup de questions, mais aussi beaucoup de choses positives aussi qui venaient dans ma tête, dans le sens où j'étais très contente de pouvoir réunir ce groupe de femmes pour aller chercher un projet de snowboard. Et la descente, c'était comment? Est-ce que c'était des grands virages Eh bien non, mais 2 jours avant, on avait du coup un ami de d'Awa qui est Sherpa. Il nous disait oui, je pense qu'il faut vraiment prendre cette fenêtre météo pour aller rider là-haut. La neige est super bonne. Et en fait, une fois arrivé là-haut, non ouais, c'était de la glace. En fait, j'ai quand même gardé la planche sur le dos en espérant qu'arrivé au sommet, il puisse avoir quelques endroits sympas à rider. Mais là, en fait, c'était dans le brouillard, on voyait pas très bien, en plus à la descente. Et on voit pas très bien avec l'image dans le film. Mais en fait, là où je passais en snow, c'était quand même assez exposé sur une barre rocheuse. Donc peur aussi de me décrocher de la corde fixe et de me tromper de chemin. Et puis en plus, la lucidité est quand même pas la même non plus à cette altitude. Donc ouais, ça a été une expérience super enrichissante. C'est sûr que voilà, au niveau action, c'était pas incroyable. Mais je me suis dit, bon, c'est pas très grave. L'action, je l'ai fait à Chamonix, je l'avais fait sur mes compétitions, donc c'est pas très grave. T'avais déjà ressenti justement le phénomène physique du manque de lucidité? À ce point-là, non. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas énormément mangé. En fait, on était parti du camp de base à minuit. J'avais pas très bien mangé, je pense aussi avec un peu le stress de monter là-haut. Et le fait d'avoir aussi tiré l'un des caméramans, j'avais perdu beaucoup d'énergie à la montée. Et en fait, il y a un moment donné, ça a été comme une frappe. J'arrivais plus à... Je m'endormais sur place. Et c'est vrai que ça m'était jamais arrivé d'avoir un manque de lucidité aussi prononcé. J'en ai eu un au sommet du Mont Blanc, mais c'était pas aussi prononcé, en fait. Là, c'était quelque chose d'assez assez fatal, ouais. Qu'est-ce qui te reste de cette expédition un an après? Alors, un an après, j'étais très timide de faire un film où je parle beaucoup, où je dévoile pas mal de choses. C'est quand même, faut le savoir. On joue le jeu de parler, de faire des films, etc. Mais c'est pas toujours facile de se livrer. Donc au début, j'étais hyper timide, hyper stressée de mettre ça aux yeux du grand public. Et en fait, après, de mois en mois, en fait, plus je regarde ce film, plus j'ai le sourire et plus j'en suis contente et ravie aussi de voir l'impact que ça a et la continuité de ce film et de voir comment il est accueilli aussi en festival, comment il est relayé, même aussi au niveau médiatique. Ça fait chaud au cœur, donc ça veut dire que je me suis pas trop trompée d'aller dans cette direction. Ouais, tu vois, aujourd'hui, il y a Mountain Mag qui a sorti un article là sur... on est le 30 novembre 2023 à l'IF3, sur quelles sont la représentation des femmes en alpinisme. Et ils arrivent à la conclusion qu'effectivement, peut-être qu'il faudrait faire des choses. Parce que il y a eu, comment dire... Il y a 3 femmes là, dont je me rappelle plus le nom, mais qui ont fait cette ligne là, qui ont ouvert cette ligne en Alaska, il me semble, qui ont été, qui ont eu un clin d'œil spécial pour les piolets d'or, tu vois. Mais en fait, oui, j'ai oublié les noms, mais oui, j'ai vu passer, ouais. Il y a 2 femmes dans l'histoire des piolets d'or, je crois, qui l'ont eu, ou 3, et ça rend pas en fait accessible là où le film qui a été réalisé par Alicia, donc qui s'appelle Didi. Il montre d'une façon assez claire avec des images. Tu vois, tu pourrais te dire, vous n'avez pas fait que du drone. Enfin, vous avez donné des images à taille humaine avec un récit, en fait, une narration derrière qui
pour moi, pose deux angles vraiment très forts. Il y a la sororité, et le deuxième, c'est comment est-ce que finalement tu te détaches de ces titres, de cette pression, des réseaux sociaux pour aller faire quelque chose qui, toi, t'inspire, te ressource. Parce que j'imagine que physiquement, ça a été très dur, mais on sent qu'il y a aussi cette énergie qui, au fur et à mesure, te ressource. Bah, c'est là où c'est la magie du snowboard aussi, c'est que c'est très ressourçant pour moi et c'est ces instants de flow, de communion avec la nature qui me ressourcent énormément. Malgré, en fait, des fois, toute cette pression qu'il peut avoir tout autour de tout ce qui est média, d'obligation de résultats, entre guillemets, je dirais. Mais en fait, à la fin, j'ai toujours ces yeux d'enfant quand je vois de la poudreuse sur la montagne et quand par exemple, hier, j'étais au Diablerets en Suisse et j'ai passé une journée avec des copines à faire du snowboard et à se balarguer dans tous les sens. Et c'est ça l'essentiel du snowboard, c'est cet instant magique que tu partages avec la nature qui est incroyable. Donc, ouais. Mais comme tu disais, c'est vrai qu'il y a encore un manque de représentation de la jante féminine. Après, j'ai l'impression que quand même pas mal de choses positives qui se mettent en place, tu vois, avec des associations comme Live the Climb, par exemple. Il y a quand même les marques qui se mettent de plus en plus aussi à pousser des projets féminins. Tu vois, ça fait maintenant 15 ans que je suis dans l'industrie du snowboard, donc je vois aussi quand même des choses positives qui évoluent. Donc ça, c'est chouette. Et même, je dirais que les réseaux sociaux, malgré le fait que des fois ce soit négatif sur certains aspects, en tant que femme, on a la possibilité aussi de pouvoir exprimer comme on veut notre sport, en fait. Et ça, c'est aussi quand même quelque chose de superbe. C'est que je joue de cette plateforme pour pouvoir motiver les jeunes, motiver, en tout cas, je l'espère, la prochaine génération à aller en montagne, faire du sport, se faire plaisir, se dépasser et apprendre de soi et des autres, en fait. Donc, Est-ce que pour autant, tu as envie d'être un modèle ou c'est un peu intimidant, justement ? Je dirais pas, j'ai pas envie d'être un modèle parce que je suis bourrée de défauts, donc c'est juste que j'espère pouvoir motiver les gens à aller prendre leur snowboard. Donc ça, j'aime pas trop le mot modèle, mais ça me fait plaisir quand je reçois en tout cas des messages de petites nanas qui sont là, ouais, génial ce que tu fais, merci de nous inspirer, de nous motiver. Et ça fait chaud au cœur, ouais, clairement. Et j'ai 4 nièces à la maison, donc c'est trop chouette de pouvoir échanger avec elles et de savoir qu'est-ce qui les inspire, qu'est-ce qui les motive au quotidien, même par rapport au sport, par rapport aux réseaux sociaux, qu'est-ce qui est la dynamique maintenant chez les jeunes. Et j'ai la chance de pouvoir échanger avec elles, donc c'est chouette. Championnat du monde, défi en haute altitude avec une expédition au Népal, c'est quoi ton rêve suivant après cette ascension au Lobuche ? Oh, tu sais, mon rêve suivant, c'est d'avoir la paix un maximum. La paix parce que malgré tout, il y a beaucoup de pression quand on veut aller au bout de ses projets en tout cas sur la compétition ou même sur des projets de film. Donc pour le moment, moi, je recherche juste la paix, l'apaisement et c'est sûr qu'il y a plein de projets qui arrivent là sur la table. Mais j'en ai d'autres. Après, c'est aussi trouver des finances, c'est trouver aussi des partenaires motivés pour aller dans ce sens-là. Après, on a tellement de belles montagnes autour de nous que en fait, les projets sont infinis. Donc, pour le moment, je préfère pas trop me prononcer là-dessus. Mais il y en a plein dans le tiroir. Donc, t'en sauras un peu plus cet hiver. Super. La dernière question que je voulais te poser, c'est que j'ai trouvé finalement que les médias axaient beaucoup sur la performance quand ils te demandaient de répondre à une interview. C'est quoi, toi, la question qu'on t'a jamais posée, que t'aurais aimé qu'on te pose et à laquelle t'aurais aimé répondre? En plus, il y a une fois, je me le suis dit, ça, je me suis dit, c'est con, on me demande jamais cette question. Mais j'arrive pas à m'en souvenir là tout de suite. Finalement, qu'est-ce qui pousse à cette performance, en fait? Pourquoi on donne des heures et des heures à aller chercher ce titre? Je dis ça pour moi, mais je dis ça aussi pour les autres riders, les autres athlètes dans d'autres sports. Quand je vois une Justine Dupont qui ride des vagues de 25 mètres, pourquoi elle fait ça? Une Oriane Newman qui saute des cascades avec son kayak de 30 mètres. Enfin, pourquoi, en fait?
Et ça, c'est super intéressant parce que c'est dommage de s'arrêter juste sur de la performance parce qu'il y a, au-delà de ça, il y a l'humain, il y a l'histoire de l'humain et bien souvent, on va rester que sur un moment T de la personne alors que c'est tellement plus que ça, c'est tellement plus fort de pourquoi on en arrive là, en fait. C'est toute une histoire. Si j'ai voulu être championne du monde un jour, il y a tellement de choses derrière tout ça qu'on fait que je suis devenue 4 fois championne du monde et même d'avoir ce record de titres, souvent on le dit pas, mais c'est un record de titres, que ce soit homme, femme, ski, snow, dans ce domaine-là. Et ben, c'est bien plus que juste 4 titres. C'est de la volonté, c'est de la passion, c'est de l'acharnement, c'est des heures à se la donner, parce qu'il y a cette passion, ces émotions qui viennent de nos entrailles, en fait, qui nous poussent à aller au fond du projet, quoi. Ok, alors je vais te poser la question, si tu veux bien. Marion, pourquoi est-ce que tu as passé toutes ces heures à travailler? Pourquoi est-ce que tu as cherché justement le plus haut niveau, en fait? Je vais te dévaler quelques petits bouts de fragments de ma vie, mais je l'ai fait pour tellement de raisons. Je l'ai fait parce que j'ai eu tellement de réflexions, parce que si j'en arrivais là, c'est parce que j'avais un beau sourire. Aussi parce que j'ai perdu des amis en montagne et que j'avais envie de poursuivre le snowboard pour eux aussi et de vivre la vie avec la joie chaque matin d'être là, avoir ses 2 poumons, son cœur qui bat et d'avoir la possibilité en tant que femme d'aller au fond de ce projet, de devenir championne du monde et en fait de tout... d'avoir cette hargne en fait de pouvoir montrer que en tant que femme dans la montagne, nous aussi on peut aller chercher des belles choses et pas juste de la performance mais aussi en tant qu'humain en fait, parce qu'il n'y a pas que des médailles, il n'y a pas que qui a fait le premier couloir à 45 degrés je ne sais où là, c'est au-delà de ça en fait, il y a tellement de choses humaines magnifiques à partager quoi. Voilà, enfin bref, ça va loin. Merci beaucoup Marion. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour cet hiver? Pour cet hiver, beaucoup de neige, s'il vous plaît. Parce que l'hiver dernier, il était un peu maussade. Donc, si on peut avoir un max de neige, ce serait la plus belle chose. Superbe. Nous commandons donc ça au dieu de la neige. Voilà, c'est ça, exactement. S'il vous plaît. Nous entend. Merci infiniment, Marion, d'avoir été dans le camp de base. Merci à toi, Émilie. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à m'écrire un mot d'amour sur Apple Podcast. Encore mieux, transférez cette émission à une connaissance à qui elle pourrait plaire. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. C'est gratuit. Pour découvrir les coulisses de réalisation du podcast, les prochains invités et d'autres histoires de montagne, abonnez-vous sur le compte Instagram ou sur la newsletter. À bientôt dans le camp de base. Rencontre au sommet.